Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du diagnostic de l'asthme. Bien entendu, c'est un cours qui est destiné aux étudiants de la quatrième année médecine. On commence par la définition selon le GINA 2015 jusqu'à 2017 et même en 2018 et 2019, la définition est restée la même. Donc, selon le GINA, l'asthme est défini comme étant une maladie hétérogène. Ça veut dire qu'elle pourra être déclenchée par plusieurs facteurs. Elle est habituellement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Ça veut dire qu'il y a une inflammation de la muqueuse bronchique et ce n'est qu'en 1992 qu'on a reconnu l'asthme comme étant une maladie inflammatoire. Et qui dit maladie inflammatoire, ça veut dire qu'elle nécessite un traitement anti-inflammatoire, entre autres les corticoïdes inhalés. Et donc, selon cette définition, l'asthme est défini par l'historique des symptômes. Ça veut dire qu'on se base sur l'interrogatoire pour rechercher les sifflements, la dyspnée, l'oppression thoracique et la toux qui varient dans le temps et en intensité. Et on recherche aussi la limitation variable des débits expiratoires. Dans cette définition, on retrouve le diagnostic de l'asthme. Donc, le diagnostic de l'asthme qui se base sur les symptômes respiratoires variables et sur l'obstruction bronchique. Donc, on doit rechercher à l'interrogatoire les symptômes respiratoires et à l'exploration fonctionnelle l'obstruction bronchique qui est variable pour aboutir au diagnostic de l'asthme. Un petit rappel sur la physiopathologie de l'asthme. Donc, la bronchomotricité est régie par deux commandes. Nous avons la commande nerveuse qui est régie par le système nerveux cholinergique et le système nerveux adrénergique et le système nerveux non cholinergique et non adrénergique. Et la commande humorale qui est régie par les médiateurs chimiques, qui sont les médiateurs chimiques de l'inflammation, les médiateurs chimiques à libération immédiate et les médiateurs chimiques à libération prolongée. Donc, en parlant des médiateurs chimiques, on va faire un petit rappel sur la cascade allergénique, puisque dans 80%, dans 70 à 80%, l'asthme est d'origine allergique. Donc, lors de la pénétration de l'allergène, cet allergène est capté par les cellules présentatrices de l'allergène qui vont présenter l'allergène au lymphocyte Th2 qui va synthétiser, sécréter des cytokines IL4, IL13. Donc ces cytokines vont sensibiliser le lymphocyte B qui va orienter la réaction vers la synthèse d'IgE. Ces IgE, ils vont se fixer au niveau du mastocyte qui est la cellule cible de la lumière bronchique et qui contient des médiateurs chimiques. Donc, ils vont se fixer dans un premier temps au niveau de la muqueuse bronchique. Il ne se passe rien du tout lors du premier contact. Ce n'est que lors d'un deuxième contact, lorsque les médiateurs chimiques, on aura la pénétration des allergènes, lors de la pénétration des allergènes lors d'un deuxième temps, donc ces allergènes, ils vont se fixer sur les IgE, et on aura la réaction antigène-anticorps, et donc on aura la déstabilisation de la membrane du mastocyte, donc déstabilisation de la membrane du mastocyte avec libération des médiateurs chimiques à libération immédiate, c'est-à-dire histamine, bradykinin, leucotriène, qui vont être responsables de la réaction immédiate, c'est-à-dire le bronchospasme. Et tardivement, on aura la libération aussi des cytokines IL4, IL5, IL13 qui vont sensibiliser les eosinophiles et les basophiles et donc cela vont entraîner la libération des médiateurs chimiques à libération prolongée et donc ils vont être responsables de la réaction tardive qui est responsable de l'inflammation de la muqueuse bronchique. Donc, comme sur ce schéma, on a ici le muscle bronchique qui est disposé de façon parallèle au niveau de la paroi bronchique. Et donc, lors de la première réaction, on aura ces médiateurs chimiques, histamine, bradykinin, etc., qui vont agir directement au niveau de ce muscle lisse bronchique, qui vont le contracter. Et donc, ça va étrangler la bronche. Et donc, on aura l'exacerbation
l'exacerbation d'asthme ou bien ce qu'on appelle la crise d'asthme. Donc, tardivement, nous aurons la libération des médiateurs chimiques à libération prolongée. Ceux-là vont être responsables de l'inflammation de la muqueuse bronchique, c'est-à-dire œdème, hypersécrétion et rougeur au niveau de la muqueuse bronchique, qui va contribuer à l'obstruction de la bronche. Donc, cette obstruction bronchique qui en résulte, elle est bien sûr réversible, soit spontanément ou bien après un traitement bronchodilatateur. Sur le plan fonctionnel, on a ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. Donc, chez l'asthmatique, l'hyperréactivité bronchique, et donc la muqueuse bronchique de l'asthmatique, elle est hypersensible, elle est hyperréactive. Ça veut dire qu'elle réagit de façon précoce et forte, on a une forte réaction quand la muqueuse bronchique est stimulée. Et donc, ça va se traduire sur le plan fonctionnel par une instabilité des débits bronchiques qui est mesurée par ce qu'on appelle le DEP. Donc, le DEP, c'est un petit instrument. Il est gradué de 50 jusqu'à 600 ou 700, 50, 100, 150, etc. jusqu'à 600 ou 700. Et donc, il est muni d'un curseur qui se voit ici en rouge, un petit curseur ici, il est en rouge, et d'un embout buccal. L'embout buccal, il est là. Donc, comment on mesure son DEP, le débitmètre de pointe? Donc, le patient doit se mettre debout. Il doit mettre l'embout buccal dans la bouche. Donc, d'abord, il doit faire une inspiration profonde pour remplir ses poumons. Après, il met l'embout buccal dans la bouche, il va le serrer entre les lèvres et souffler très fort et très vite. Et donc, lorsqu'il souffle, vous aurez ce curseur rouge, ce curseur qui va se déplacer. Il va vous indiquer la valeur en litres par minute que vous allez convertir en pourcentage selon les valeurs, les tables des valeurs normales. Donc, si on fait un tracé pour voir cette variabilité des débits bronchiques dans la journée, par exemple ici, durant la journée, vous avez les débits bronchiques qui sont, c'est un sujet normal, qui sont tout à fait normal, même chez un sujet asthmatique. Et ce n'est que durant la nuit qu'on a une diminution des débits bronchiques chez l'asthmatique. Vous avez ici la courbe qui se creuse la nuit par rapport à un sujet non asthmatique pour redevenir normal, pour revenir à la normale au lever. Donc, c'est ce qu'on appelle une variabilité des débits bronchiques. On peut la voir sur une courbe d'une dizaine de jours. Si on fait par exemple cette courbe chez un patient, donc on va lui demander de prendre son DEP le matin et le soir, le matin et le soir. Et donc, sur une dizaine de jours, on va lui dire de mettre des croix. Donc, quand il prend son DEP, il va marquer la valeur et il met des croix. Et donc, quand on relie les croix, on aura cette courbe en dents de scie qui traduit la variabilité des débits bronchiques. On peut la mesurer, cette variabilité, selon cette formule. C'est la variabilité, c'est-à-dire on va prendre la plus grande valeur ici qui est à 400, donc la valeur ici qui est à 400, elle est mesurée ici, elle est à 400, donc la plus grande valeur c'est 400, moins la valeur la plus petite, divisé par la valeur par 400, et on aura donc 25%. Quand la variabilité dépasse les 10%, on va dire qu'il y a une variabilité et donc il s'agit probablement d'un asthme. On peut aussi mesurer ces débits bronchiques par ce qu'on appelle la courbe débit-volume si on dispose d'un spiromètre. On peut faire souffler le patient dans un spiromètre et donc on fait ce qu'on appelle le test de bronchodilatation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait souffler le patient. Vous avez cette courbe expiratoire qui est ici, qui se creuse chez un asthmatique. C'est-à-dire elle est concave ici. Elle est concave. Ça traduit une obstruction bronchique. Après, on va donner quelques bouffées de ventoline, de salbutamol en inhalation au patient et on va encore remesurer sa courbe débit-volume et vous aurez cette courbe rouge
post-bronchodilatateur. C'est une courbe qui a été prise après l'inhalation de bronchodilatateur et donc qui est tout à fait normale, qui est rejointe, donc elle se rapproche de la courbe théorique normale. Et donc ça traduit la réversibilité, certains troubles ventilatoires obstructifs qui est réversible. Voilà donc la mesure de la fonction respiratoire. On parle d'obstruction bronchique si on a la valeur de Tifno, c'est-à-dire le VAMS sur capacité vitale forcée, qui est inférieur à 0,75. Donc on parle d'une obstruction bronchique. C'est un trouble ventilatoire obstructif. Et là, quand on a un trouble obstructif, on va mesurer cette réversibilité. On va rechercher cette réversibilité sous bronchodilatateur. Donc, on va faire inhaler au patient 200 à 400 microgrammes de salbutamol. Donc, c'est le test au bronchodilatateur, test de réversibilité. Et on va mesurer, bien sûr, le VAMS avant et après. Si on a une récupération de plus de 12%, ou bien plus en pourcentage, concernant la valeur en pourcentage, ou bien plus de 200 cc, on va dire qu'il y a une réversibilité. La variabilité quotidienne, bien sûr, elle est mesurée par le DEP, donc selon la courbe qu'on a vue. Et si cette variabilité est supérieure à 10%, on va dire effectivement il s'agit d'un asthme, puisqu'il y a une réversibilité et une variabilité. Autre chose, on peut chercher aussi la variabilité aux corticoïdes inhalés. Si on suspecte par exemple un asthme, on peut tout simplement mettre le patient sous corticostéroïdes inhalés pendant 4 semaines et on va remesurer avant les corticoïdes et après les corticoïdes, on va remesurer on va chercher la réversibilité, on va faire une courbe débit-volume, on va remesurer le VAMS pour chercher est-ce qu'il y a une amélioration du VAMS sous corticoïdes inhalés. À ce moment-là, on va parler de la réversibilité aux corticoïdes inhalés. Dans l'asthme, on peut trouver un trouble des échanges gazeux, surtout quand le patient est en exacerbation sévère. Et donc, on peut trouver une hypoxémie avec hypocapnie. Quand il s'agit d'une crise sévère, d'une exacévère, on peut aller vers ce qu'on appelle exacerbation menaçant le pronostic vital. Et donc, on peut avoir une hypoxie avec hypercapnie, avec même une acidose respiratoire. C'est ce qu'on appelle avant l'asthme aigu grave. Actuellement, on parle d'exacerbation sévère d'asthme. Quelques notions sur l'épidémiologie. Donc, la prévalence de l'asthme, elle tourne autour de 10%, donc 5 à 7%. À Oran, nous avons calculé en 2010 une prévalence et elle est égale à 6%, 6,1%, donc concernant la prévalence cumulée. La morbidité, donc 50% des patients se disent handicapés et la mortalité, par exemple, comme cette enquête en France qui a été faite en France et qui a recensé plus de 1000 décès par an. Il faut dire que l'asthme aussi, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée et donc la prise en charge est sous-optimale. Donc, qui dit sous-diagnostiquée, donc c'est une maladie qui est sous-traitée. Donc, l'asthme, elle sévit dans le monde entier, donc selon des prévalences variables. Et l'Algérie, donc concernant l'Algérie en vert ici, on a une prévalence intermédiaire qui ne dépasse pas les 5%. Dans certains pays, comme en Océanie, la prévalence, elle peut aller jusqu'à 26%. Plus de 26% concernant la prévalence instantanée de l'asthme. En Algérie, donc, nous avons un peu plus de 3% au nord et 2% au sud. C'est des prévalences qui sont variables. L'exacerbation d'asthme, donc, comme forme clinique, donc nous avons l'exacerbation légère à modérée. Et donc, comme signe clinique, elle se manifeste par la toux, la dyspnée et les sifflements qui sont variables, qui sont paroxystiques. L'exacerbation peut se résumer en une simple gêne respiratoire ou bien une toux sèche, quinteuse, paroxystique, surtout chez l'enfant. Voilà le déroulement habituel de l'exacerbation.
Donc actuellement, on ne parle pas de crise, actuellement on parle d'exacerbation. Donc le terme crise a été supprimé, donc on parle d'exacerbation d'asthme, plutôt d'exacerbation d'asthme. Donc quel est le déroulement habituel de l'exacerbation? Ça commence par une toux sèche, après c'est la dyspnée sibilante, après c'est la toux grasse, le patient commence à cracher. Donc ce sont des expectorations perlées, blanchâtres, transparentes, qui signent la fin de la crise, de l'exacerbation. L'exacerbation sévère d'asthme, donc le patient ici, il est gêné pour se lever ou parler, avec orthopnée, mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. La fréquence respiratoire est élevée, elle dépasse les 25 par minute. La fréquence cardiaque dépasse les 110 par minute. Le débit de pointe est inférieur, le débitmètre de pointe est inférieur à 40%. Donc là, il s'agit d'une exacerbation sévère d'asthme. L'exacerbation sévère d'asthme menaçant le pronostic vital, elle peut apparaître de deux façons, donc soit après une détérioration progressive, soit de façon soudaine et grave. En quelques minutes, elle peut s'aggraver en quelques heures parfois, sans symptômes annonciateurs, sans facteur déclenchant, parfois sur un état fonctionnel qui est normal, bien contrôlé. Et donc, ces patients sont rares, mais soumis à un risque de mort soudaine. Voilà la classification actuelle de la sévérité de l'exacerbation d'asthme. Nous avons l'exacerbation légère, l'exacerbation modérée, l'exacerbation sévère d'asthme et l'exacerbation sévère avec mise en jeu du pronostic vital. Avant, c'était l'asthme aigu grave. Actuellement, on parle d'exacerbation sévère d'asthme menaçant le pronostic vital. Donc, on ne parle plus d'asthme aigu grave. Voilà la classification. Donc, la classification de l'exacerbation se fait sur des éléments fonctionnels, notamment le DEP, la gazométrie, les gaz du sang, PaO2 et PaCaO2, et les signes cliniques, notamment la dyspnée, les sifflements, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire. Donc, l'exacerbation est classée légère si on a un DEP qui est supérieur à 75%. Une simple gêne, dans ce cas-là, on peut avoir des sifflements qui sont modérés en fin d'expiration. Les gaz du sang dans l'exacerbation légère, on ne les fait pas, donc ça ne nécessite pas. Donc les gaz du sang, on les fait quand il s'agit d'une exacerbation sévère ou bien une exacerbation sévère menaçant le pronostic vital. Dans ce cas-là, les gaz du sang, bien sûr, ils sont normaux. L'exacerbation modérée, donc le DEP, il varie entre 50 à 75%. C'est un sujet qui est dyspnéique en parlant et les sifflements sont présents pendant toute l'expiration. L'exacerbation sévère d'asthme, dans ce cas-là, le DEP il varie entre 30 et 50%, donc il est autour de 40%. C'est un patient qui a des difficultés à finir de phrases, donc il parle en mots ou bien en morceaux de phrases. La fréquence respiratoire est élevée, la fréquence cardiaque est élevée, il y a une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. L'exacerbation sévère menaçant le pronostic vital, donc le DEP n'est pas mesurable, donc on ne va pas s'amuser à mesurer le DEP chez un patient qui est en état d'insuffisance respiratoire aiguë. Les gaz du sang, donc nous avons une hypoxie avec une hypercapnie. La respiration est superficielle, parfois on a un thorax silencieux et quand le patient se fatigue, donc ça va évoluer vers la bradypnée avec une bradycardie et la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires avec une hypotension, cyanose, épuisement, confusion et coma. Donc, bien sûr, cette évaluation, elle se fait après bronchodilatateur, c'est-à-dire quand on reçoit un patient en exacerbation d'asthme, il faut d'abord le traiter, le prendre en charge, donner des bronchodilatateurs, donner de l'oxygène, et après, on va évaluer la sévérité de l'exacerbation. Quelle est la conduite diagnostique devant une exacerbation d'asthme? Bien sûr, il faut la reconnaître, retrouver la toux sèche, la dyspnée sibilante
évaluer sa gravité et rechercher un facteur déclenchant ou bien aggravant l'exacerbation. Le diagnostic différentiel de l'exacerbation, bien sûr, il y a les dyspnées paroxystiques non bronchiques, notamment l'OAP, donc ça peut prêter à confusion avec une exacerbation d'asthme, l'embolie pulmonaire, l'anxiété, la dysfonction des cordes vocales, ou bien des dyspnées bronchiques avec des paroxysmes possibles, comme par exemple une obstruction localisée, comme inhalation des corps étrangers, surtout chez l'enfant, les tumeurs trachéales, les sténoses, ou bien une obstruction diffuse, par exemple chez l'enfant surtout, les bronchiolites chez les nourrissons et les exacerbations de BPCO qui peuvent prêter à confusion avec une crise d'asthme, avec une exacerbation d'asthme. Maintenant, on passe à l'asthme à l'état stable. Comment on fait le diagnostic? Si le patient est reçu en crise d'asthme, en exacerbation d'asthme, le diagnostic est facile. Le problème se pose quand on voit le patient en dehors de l'exacerbation. Et dans ce cas-là, on va se baser sur l'interrogatoire pour rechercher les épisodes récidivants de sifflement, la toux gênante, particulièrement la nuit, les symptômes de rhinite, les réveils partout, les difficultés respiratoires, la toux ou bien les sifflements après un effort physique ou bien après inhalation d'un allergène ou bien durant certaines saisons, les symptômes, voir est-ce qu'ils sont réversibles après prise de bêta-2 mimétique. Il faut rechercher aussi les autres éléments de l'interrogatoire, notamment l'évolution de la maladie, les visites aux urgences, les hospitalisations, les réponses aux traitements s'ils sont déjà entrepris, rechercher les comorbidités, rechercher les antécédents familiaux, respiratoires et allergiques. Est-ce qu'il y a un membre de la famille qui est asthmatique, un frère, un parent? Rechercher dans quel contexte surviennent les exacerbations. Est-ce que c'est à domicile? Est-ce que c'est au travail? Puisque l'examen clinique est tout à fait normal en dehors de l'exacerbation. Parfois, quand le patient est reçu au lendemain d'une crise d'asthme, on peut retrouver quelques râles sibilants qui peuvent être perçus. Quel est le bilan complémentaire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan chez un patient asthmatique quand il se présente pour la première fois? On peut demander une radiographie thoracique pour éliminer un autre diagnostic, par exemple un OAP, une BPCO, donc éliminer un autre diagnostic lors de la première consultation, faire une débimétrie, donc DEP. On peut demander une spirométrie pour mesurer le VIMS et rechercher surtout la réversibilité, soit au bêta-2, soit au corticoïde inhalé. On peut faire une formule de numération sanguine pour rechercher une hyperéosinophilie dans certains cas. La spirométrie, elle peut être normale comme elle peut être pathologique. On peut avoir une spirométrie, une obstruction bronchique. À la spirométrie, une obstruction bronchique, donc un VIMS ABC avec un rapport de Tifno qui est inférieur à 75%. Et dans ce cas-là, on va faire un test de réversibilité, c'est-à-dire on va faire inhaler au patient les bêta-2 mimétiques, mesurer sa courbe débit-volume et vous avez la première courbe avant bronchodilatateur ici en bleu et la deuxième courbe après traitement bronchodilatateur en rouge qui rejoint la courbe théorique normale en pointillé, en vert. Si le patient est reçu en dehors de la crise, quand le patient est reçu par exemple en dehors de l'exacerbation, donc quand il est reçu en cas de crise, on va retrouver une obstruction bronchique en dehors de la crise. L'examen est tout à fait normal et la spirométrie est normale. Et dans ce cas-là, on doit faire ce qu'on appelle rechercher l'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire on doit faire un test de provocation à la métacholine pour mettre en évidence cette hyperréactivité bronchique. Comme on a déjà dit, le patient asthmatique, il naît avec cette hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire ses bronches sont hypersensibles et réagissent de façon excessive aux stimuli. Donc cette hyperactivité est recherchée par le test à la métacholine, c'est-à-dire qu'on va faire inhaler au patient des doses croissantes de métacholine allant de 20 microgrammes à 4000 microgrammes et à chaque fois on mesure
la courbe débit-volume pour voir une obstruction. Et donc, dès qu'on a une chute du VAMS de 20%, et donc là, on va définir ce qu'on appelle la PD20, c'est-à-dire la dose de méthacholine avec laquelle il y a une chute du VAMS de 20%. Et à ce moment-là, on va dire qu'il y a une hyperréactivité bronchique et donc il s'agit d'un sujet qui est asthmatique. Quels sont les autres examens? On peut demander toujours complété par un bilan allergologique puisque dans 70 à 80% des cas, il s'agit d'un asthme qui est d'origine allergique. On doit rechercher une atopie familiale, personnelle, personnelle ou familiale. On doit rechercher les circonstances de survenue des symptômes. Est-ce que c'est à la suite de l'exposition? On peut demander ou bien faire les tests cutanés allergologiques, les tests de provocation ou bien les dosages d'IgE spécifiques d'allergènes. Mis à part l'enquête allergologique, on peut aussi rechercher les facteurs déclenchants. Qu'est-ce qui a déclenché l'exacerbation d'asthme? Ils sont nombreux, donc c'est une maladie qui est hétérogène. Ça peut être déclenché par plusieurs facteurs, notamment l'environnement extérieur, l'environnement intérieur, le facteur professionnel. Donc il y a les asthmes, ce qu'on appelle les asthmes professionnels, notamment aux isocyanates, au latex et aux allergènes protéiques. Les autres facteurs déclenchants sont les produits de combustion, les produits d'origine biologique, notamment les pneumallergènes. Les pneumallergènes, surtout les acariens, les fanères d'animaux, les blattes, les moisissures et le pollen de graminées. Donc là, on a les pollinoses qui surviennent. Ce sont des asthmes qui surviennent durant la période pollinique, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire au mois de mars, avril, mai. Et donc là, il faut chercher pour pouvoir les traiter. On a aussi les allergènes alimentaires, donc les œufs, les crustacés, donc certains sujets qui sont allergiques à ces produits alimentaires. Les infections, donc les virus, ils jouent un rôle surtout dans les exacerbations infectieuses. Les autres facteurs, médicaments, par exemple l'aspirine, les RNS, les bêta-bloquants, le reflux gastro-œsophagien, et on note qu'il y a une multiplicité d'autres facteurs, notamment endocriniens, psychologiques, obésité. Ce sont des comorbidités qui peuvent donner un asthme sévère. Après avoir diagnostiqué l'asthme, bien sûr, on doit le mettre sous traitement. On doit mettre le patient sous traitement et on va le contrôler entre 1 et 3 mois. Et là, on va faire une évaluation du contrôle de l'asthme selon des critères cliniques, donc selon les symptômes et la recherche des facteurs de risque. Selon les symptômes, donc on va chercher durant les 4 dernières semaines, donc on va chercher les symptômes diurnes, plus de 2 fois par semaine, oui ou non, est-ce qu'il y a ou non ces symptômes, les réveils nocturnes par asthme, est-ce que le patient se réveille souvent la nuit parce qu'il a des crises d'asthme, la nécessité de prise de bêta-2-mimétique plus de 2 fois par semaine, toute limitation des activités par asthme, est-ce qu'il y a une limitation? Par exemple, le sujet ne peut pas monter les escaliers. Donc là, il y a une limitation de l'activité physique due à l'asthme. Et donc, le patient ne peut pas se rappeler des 4 dernières semaines. Donc, on va lui dire, durant la semaine écoulée, durant la dernière semaine, est-ce que vous avez eu des symptômes diurnes, plus de 2 fois par semaine? Est-ce que vous avez eu des réveils nocturnes? Est-ce que vous avez eu, par exemple, est-ce que vous avez pris plus de 2 fois par semaine des bêta-2 mimétiques parce que vous êtes gêné, vous avez été gêné? Et est-ce que vous avez eu une limitation des activités physiques? Si par exemple il n'y a aucun de ces symptômes, on va dire que l'asthme est bien contrôlé. Dans ce cas-là, on va continuer le traitement. On peut même diminuer la dose des traitements. Si on a un ou deux facteurs, l'asthme est dit partiellement contrôlé. Dans ce cas-là, on va réajuster, c'est-à-dire augmenter la dose. Ou bien si on a les 3 ou les 4 critères. Si on a 3 ou 4 critères, l'asthme, il est dit non contrôlé. Et dans ce cas-là, on va carrément renforcer le traitement, rechercher pourquoi l'asthme est contrôlé et notamment chercher ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et donc, ils sont de 3 ordres, ces facteurs de risque.
Il y a les facteurs de risque d'exacerbation, par exemple la notion d'intubation pour asthme, un sujet qui a été déjà intubé pour asthme, des symptômes d'asthme non contrôlés, un déclin du VEMS parce qu'il s'agit d'un sujet dont on a mesuré le VEMS et on a trouvé qu'il y a une diminution périodique du VMS. Un sujet qui n'est pas observant ou bien il a une mauvaise technique d'inhalation, il ne sait pas utiliser ses médicaments. Les facteurs de risque de limitation fixée des débits aériens. Mis à part les facteurs de risque d'exacerbation, il y a les facteurs de risque de limitation fixée des débits aériens. Par exemple, un sujet qui est tabagique. Tabagique, et dans ce cas-là, c'est un sujet qui a, dont les débits aériens sont limités, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction bronchique qui est constante. Troisième facteur de risque, c'est les facteurs de risque d'effets secondaires du traitement. Un patient qui est tout le temps sous corticoïdes par voie injectable ou bien par voie orale au long cours. Dans ce cas, c'est un sujet qui risque d'avoir des effets secondaires. Et donc, c'est considéré comme étant un facteur de risque. Donc, pour classer le patient, on doit rechercher les symptômes, c'est-à-dire les quatre critères pour dire qu'il s'agit d'un asthme bien contrôlé ou bien un asthme partiellement contrôlé ou bien un asthme non contrôlé, et ajouter les facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs de risque d'exacerbation, les facteurs de risque d'une limitation fixée des débits aériens, ou bien est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'effets secondaires du traitement. Par exemple, comment on classe un patient comme ceci? Par exemple, Monsieur X a un bon contrôle des symptômes, on a vu les critères, c'est un asthme qui est bien contrôlé, mais il est à haut risque d'exacerbation parce qu'il a eu au cours de l'année précédente 2 exacerbations sévères et ont nécessité l'hospitalisation. Malgré qu'il est bien contrôlé, mais il a un facteur de risque. Un autre exemple, Monsieur Y a un mauvais contrôle des symptômes associé à des facteurs de risque d'une limitation fixée des débits aériens car il est tabagique et non observant. C'est un sujet qui est tabagique, qui n'observe pas son traitement. Et donc, il a un mauvais contrôle, mais ce mauvais contrôle est associé à des facteurs de risque d'une limitation fixée des débits aériens car il est tabagique et non observant. Monsieur Z a un mauvais contrôle aussi, associé à des facteurs de risque d'effets secondaires du traitement, car il est sous corticoïdes inhalés de façon prolongée et à forte dose, et prend souvent des corticostéroïdes oraux. Donc ce sujet, Monsieur Z, il a des facteurs de risque d'effets secondaires du traitement corticoïde. À la fin, nous avons cité quelques cas particuliers. On va parler de quelques cas particuliers, 3 cas particuliers. Premier cas, c'est l'asthme non atopique. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de terrain atopique. Les tests cutanés aux pneumallergènes sont négatifs. Pas de déclenchement par les allergènes. Pas d'histoire familiale. Il n'y a pas dans la famille de sujets asthmatiques ou rhinitiques. Il y a une association fréquente avec une polypose naso-sinusienne. C'est un asthme qui se déclenche souvent à l'âge adulte, avec une prédominance féminine, surtout chez la femme, après la ménopause. Et donc, il n'y a pas de facteur allergique. Et dans ce cas-là, quand on a une polypose naso-sinusienne associée, avec une intolérance à l'aspirine, on parle, souvent il s'agit d'un asthme, d'ailleurs c'est un asthme qui est sévère, donc asthme sévère, polypose naso-sinusienne associée avec une intolérance à l'aspirine. Il s'agit là d'un tableau de la maladie de Fernand-Vidal. Deuxième cas particulier, c'est l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Et donc, dans ce cas-là, c'est un asthme qui est déclenché, c'est un asthme sévère, déclenché par l'inhalation d'Aspergillus fumigatus. C'est un micro-organisme, ce sont des filaments mycéliens qui vivent à l'état saprophyte dans l'oropharynx
Et chez ces sujets-là, ils sont allergiques à cet Aspergillus fumigatus et donc ils développent des asthmes sévères. Et donc pour faire le diagnostic, on se base sur des critères majeurs et sur des critères mineurs. Dernier cas de figure, c'est la vascularite de Sjögren-Strauss. Et dans ce cas-là, quand on parle de vascularite, c'est-à-dire qu'il y a une maladie de système qui peut atteindre plusieurs organes. Et dans ce cas-là, nous avons un asthme associé avec une hyperéosinophilie sanguine, associé avec une atteinte systémique, notamment cardiaque, hépatique, rénale. Donc il y a l'atteinte de plusieurs systèmes. Atteinte cutanée, donc ça se manifeste par des ulcérations cutanées, une atteinte nasale, une atteinte rénale. Et donc il s'agit là d'une vascularite. Et donc le diagnostic, il se fait sur la présence de l'atteinte systémique associée à un asthme sévère et associée à une hyperéosinophilie. Dans ce cas-là, il s'agit d'une vascularite du Sjögren-Strauss dont le pronostic est mauvais. Donc, c'est des sujets qui nécessitent d'être mis sous corticoïdes à forte dose avec immunosuppresseurs. Et donc, en général, l'évolution, elle est fatale parce qu'il s'agit d'une vascularite. Voilà, nous avons terminé. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'explications ou bien si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le forum de la faculté de médecine d'Oran.